Des poèmes et des signes aujourd'hui dans votre book club. Poète, comédien, mime, metteur en scène, vidéaste. Levent Bescardès publie aux éditions Bruno Doucet un recueil de poèmes composés dans la langue des signes française. Nous pouvons à la fois les lire dans leur traduction vers le français, nous pouvons les voir dessiner et les découvrir en langue directement signée dans des petites vidéos en ligne. Vous le comprenez, c'est une expression poétique vivante aux aspects multidimensionnels, imaginée pour que les sourds, les entendants, les malentendants puissent avoir accès à cette écriture du sensible où règne le regard. La couverture de son livre est bleue, comme le ciel ou la mer tant de fois convoqué. Il s'appelle « Signe-moi que tu m'aimes ». Levent Bescardès est notre invité. Vers 15h50, comme chaque mardi, on retrouve Nicole Vulser qui éclaire pour nous un aspect économique du monde des livres. Aujourd'hui, on apprend que la profession de bouquiniste est aussi réglementée que peu rentable. Et en fin d'émission, on joue avec vous au grand jeu des pages musicales, à trouver de la musique dans les livres. Nous voilà ensemble pour 1 heure. Signez-vous les uns les autres que vous vous aimez. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Alors en préalable, je vais dire un tout petit mot du dispositif de l'émission du jour que vous pourrez regarder ultérieurement en vidéo. Mon invité, Levent Bescardès, que je salue, est juste à côté de moi, à ma droite. Et pour signer son interprète du jour, Aurore Corominage, que je salue aussi, est à côté de moi pour traduire en français parler ses réponses et mes questions en langue des signes française à Levent. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être avec nous. C'est donc la voix d'Aurore que vous allez entendre à la radio, mais c'est Levent qui s'exprime. Bonjour et bienvenue à vous, Levent Bescardès. Bonjour Marie. Votre livre « Signe-moi que tu m'aimes » a paru aux éditions Bruno Doucet. Bienvenue à vous dans le Book Club. On est ravis de consacrer ce Book Club à votre recueil. Ce sera le cœur de notre conversation tout à l'heure. Mais ici, tout commence par ce qu'on appelle le questionnaire lecture. On fait la rencontre, le portrait de nos invités d'abord en tant que ce sont des lecteurs et des lectrices. Mais quand on parle de l'apprentissage de la lecture, c'est la première question de notre questionnaire, on demande est-ce que vous vous souvenez où et quand vous avez appris à lire ? Quand on parle de cet apprentissage pour les enfants sourds, c'est souvent une question difficile, délicate, parfois douloureuse, si j'en crois un des poèmes qu'on peut lire dans votre recueil. Est-ce que vous voulez bien rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs pourquoi ? Alors, eh bien, effectivement, de l'enfance, je ne me souviens de pas grand-chose à part du cinéma. Je me souviens beaucoup plus de mon rapport au cinéma que de mes lectures. S'il y avait des images, oui, les BD par exemple, les bandes dessinées. Je ne savais même pas ce qu'était une bande dessinée, mais au moins c'était visuel et je pouvais avoir accès au sens, comme au cinéma, où des images défilaient. Et la bande dessinée, c'était un petit peu de l'image sur le papier avec des graphismes différents, des tailles. Et ça m'attirait, comme le cinéma. Je ne sais pas très bien lire. Effectivement, à l'école des sourds, j'étais tout petit et j'aimais les bandes dessinées, mais à l'école, c'était très différent. C'était, écrit au tableau en turc et c'est tout. Ça m'angoissait. À la maison, on achetait des livres avec des cow-boys. Ouais, ou des animaux. Il y avait des bandes dessinées que j'aimais beaucoup. Et puis, à l'époque, le cinéma n'était pas sous-titré. Mais si, par exemple, j'avais vu une BD et que le film était en rapport, je comprenais. Tandis qu'à l'école, mon éducation était oraliste. Il fallait que j'apprenne des mots. En classe, effectivement, il y a eu 7 niveaux jusqu'au collège à peu près, et dès que j'ai pu, j'en suis partie. Je ne voulais pas entendre parler du lycée. Je regardais le journal, les informations, et quand il y avait un mot que je ne comprenais pas, je demandais à ma mère de m'expliquer. Et en fait, il y avait des lacunes, mais j'imaginais le reste. Comme dans les BD ou dans les romans photos. Voilà, il y avait des histoires d'amour. Et les expressions de visage me suffisaient à comprendre une larme qui coule
un être est péné. Donc, dans ces romans, j'ai essayé de lire des romans en France, des vieux romans. Par exemple, Les Fantomas. Et avec des histoires de meurtres, de masques, de police. C'était intriguant, donc j'essayais tout de même de comprendre. Et j'avais vu qu'il y avait une série. Il y avait, pour moi, 36 exemplaires, c'était impossible. Mais ça m'intéressait et je devinais le sens. Mais mes yeux fatiguent vite. Alors que une poésie, ça peut être très difficile à déchiffrer et très inaccessible dans son sens. Je ne savais même pas ce qu'était une poésie, mais je voyais qu'il y avait beaucoup de blanc sur la page et qu'il y avait peu de texte écrit. Donc je m'étais dit, mais c'est un gâchis de papier. Et on m'avait expliqué que non, c'était pas un roman, mais un poème. J'ai pas compris. Et il a fallu bien du temps avant que je comprenne ce qu'était la poésie. J'en ai acheté, j'en ai regardé, mais ça me lassait vite. J'avais besoin de la langue des signes. J'avais besoin d'images, sous-titrées ou non. Et ma chance, ça a été, en fait, qu'il n'y ait pas de sous-titres, je dirais. Parce qu'en tant que comédien, je me suis inspirée du visuel, des mimiques, des comportements, des attitudes. Ça m'a nourrie jusqu'à aujourd'hui. Je suis devenue comédien peut-être grâce à ça, à cette influence cinématographique. Si j'avais su lire et si j'avais su lire les sous-titres, j'aurais regardé les sous-titres et pas les expressions de visage aussi précisément. Donc voilà, mes inspirations sont visuelles. Voilà ce que je peux vous en dire. Et donc j'achète encore des livres, mais j'avoue que je les repose vite sur ma bibliothèque. Et ils s'entassent un peu. Et on m'en offre, et j'ai des livres signés, j'en ai beaucoup. Mais j'avoue que ça me fatigue vite. Et puis il faut savoir que j'ai quand même 75 ans, donc mes yeux fatiguent. Avant, jeune, oui, je faisais l'effort, mais maintenant, non, je fais plus trop l'effort. Mais oui, je m'informe quand même tout de même pour lire les informations, tout ça. Mais dès que c'est un pavé, je dirais, c'est difficile. Et puis j'ai besoin de me concentrer sur mon travail et sur mon œuvre. Voilà. Mes poèmes, mon travail. Bien sûr, il y a la culture entendante et c'est votre monde, mais il y a aussi la culture sourde et j'ai besoin de me recentrer. À partir de quand vous avez eu accès à la culture sourde, par exemple, à des poèmes qui émanaient de la culture sourde, et comment, Leven Pescardes? Alors, eh bien, avant que j'arrive en France, en Turquie, je devais avoir 25 ans. Au Japon, en Allemagne, je discutais avec des sourds. Alors à l'époque, on n'avait pas tout ça, toute cette technologie. Donc on s'envoyait des lettres. Et j'avais eu l'idée de dessiner la langue des signes. Un petit bonhomme qui marche, qui regarde une maison. Et donc je dessinais. Voilà, c'était sans langue. Et puis j'envoyais mon petit dessin dans une enveloppe. L'autre sourd comprenait et me dessinait sa réponse. Et on a correspondu comme ça avec plusieurs artistes. Ça m'a beaucoup aidé. Et ça, déjà, c'était de la culture sourde, par le dessin. Ça, c'est la culture des sourds. Et puis ensuite, quand je discutais avec des amis à la maison, des invités, si je raccompagnais mes invités, je voyais bien qu'on continuait à bavarder, même à la porte. Et en fait, les discussions avec les sourds sont infinies et j'observe énormément. L'identité sourde, elle s'est construite petit à petit. Quand je suis arrivée en France, IVT, International Visual Theatre, a eu un rôle important.
des sourds et des entendants jouaient ensemble. C'était la première fois que je voyais ça. En Turquie, les sourds étaient un peu séparés des entendants. Les sourds avaient leurs pièces, les entendants les leurs. C'était les règles. À IVT, non. On jouait ensemble. Et c'était un réel plaisir. Et j'ai commencé à jouer dans la troupe. Il y a un comédien célèbre, Daniel, Émile Fox. Alors, une carrière internationale, hein, un acteur célèbre. Un réalisateur italien. Il avait tourné avec Pasolini dans plusieurs films. Et cet homme est venu me voir, le cœur battant. Moi, je lui dis, le cœur battant. On se dit, je crois... Attendez, une seconde pour l'interprète. Qui? D'accord, c'est cet acteur qui me dit, je préférais autrefois quand IVT créait uniquement de la culture sourde. Je préférais ça. Maintenant, ce sont des adaptations d'œuvres d'entendants. Ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Et je me suis dit, il faut vraiment qu'on ait nos spécificités de la culture sourde, de l'identité. Et puis j'ai fait des stages, des formations, et tout s'est éclairci. Mon identité, ma culture, ma confiance en moi. J'étais plus timide, j'étais plus rebelle. Voilà, c'est ça qui a fait le déclic. Par exemple, Shakespeare, Molière, on faisait énormément d'adaptations. Au bout d'un moment, je me suis dit non, pourquoi? Ça appartient aux entendants, c'est de la culture entendante. Ça me concerne moins. Et le public aussi, il y avait beaucoup de malentendus, de choses qui passaient pas. Alors que notre vie quotidienne de sourds, ça a été un matériau nourrissant. Je voyais bien quand le public était intéressé ou pas. Le public sourd disait « Ah oui, bah, ça c'est une histoire d'entendant ». Je me souviens, pour Anna, la création Anna, que j'ai créée, là, le public sourd était très réactif, voilà, très ému, ça parlait d'eux. Et la relation avec le public était liée, était tissée, c'était très important. Voilà mon identité sourde, comment elle s'est construite. Vous arrivez en France en 1981, c'est ça? À la fin de l'année, oui. Oui. Oui, fin 81. Et c'est à peu près à cette époque qu'on parle d'un mouvement qu'on a appelé le réveil sourd. Qu'est-ce que ça veut dire, les Van Bescardes? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire? Et pourquoi est-ce que pour justement la culture sourde et pour tout ce que vous racontez et tout ce qu'on va dire ensuite de votre écriture, c'est un moment important? Oui, c'est très important, le réveil sourd. Effectivement... Dans les années 80, oui, 81, jusqu'à 84, 85, AIVT, International Visual Theatre, on commençait à parler de langue des signes française et de l'inscription dans la loi de cette langue qui avait été si interdite, si longtemps interdite. On a fait des manifestations dans plusieurs pays, en Suisse, en Allemagne, en Belgique. C'était très beau. C'était vraiment très festif. On avait des costumes, des pancartes. C'était très coloré.
On voulait faire reconnaître notre langue. Nous, on ne fait pas du français signé, on ne veut pas d'appareillage, d'implant. On disait ce genre de message. Voilà, et il fallait réveiller les consciences. Parce que jusqu'alors, en fait, il fallait éclaircir les choses, vraiment. Alfredo Corrado Donc nous c'est a un des insufflé. cofondateurs de l'IVT, c'est ça? Oui, tout Oui. à fait, tout à fait. Il a vraiment insufflé une énergie qu'on avait en nous. Hein. On rêvait de choses, mais c'était pas concret. Et quand il nous a rejoints à IVT, il a allumé la flamme. Alfredo a été le premier à qui j'ai montré ma poésie. Voilà, en Turquie, j'avais montré des choses, peut-être des adaptations de Nazım Hikmet que j'avais faites. Et Alfredo, quand je lui ai montré ça, il m'a dit « Mais ici, ça n'existe pas, c'est merveilleux, il faut absolument que tu signes. » Et ça m'a fait plaisir, on a échangé. Et tout de suite, le soir même, il a réuni plein de comédiens. Et il a dit, Alfredo dessinait au tableau, il a commencé à dessiner un petit scénario. Et il demandait aux uns, aux autres de signer. On n'y connaissait rien à cette méthode. Et petit à petit, il y avait aussi l'école Saint-Jacques, l'INJS, rue Saint-Jacques, l'Institut national des jeunes sourds. À l'époque, la langue des signes était interdite. C'est comme si on nous avait coupé les mains. C'était comme un arbre coupé. C'était une métaphore entre l'arbre et les mains, qui en langue des signes se dit presque pareil. Et là, on a commencé à créer sur cette thématique de l'arbre coupé, des mains coupées, de l'interdiction de la langue des signes dans l'enseignement. Et de la sève qui remonte. Voilà. Même si un arbre est coupé, il peut renaître. Et quel plaisir, en fait, de... Voilà, ça nous a réveillés. C'est quelque chose que vous Oui. C'est quelque chose que vous faisiez déjà en Turquie, Levent Beskardes, de traduire des poèmes de poètes turcs en langue des signes. Comment vous aviez commencé à faire ça? Oui. Alors, en 1970-74. Donc vous avez une vingtaine d'années, 20-25 ans. Oui, 25, oui, c'est ça. Alors, c'était pas du théâtre, hein, c'était du mime. Il y avait 7 parties, 7 extraits qui étaient mimés. Et j'avais demandé à ce mime de copier des extraits. Et je m'étais mis à faire une petite séquence. Mais ils avaient besoin de musique. J'avais pas encore cette conscience que la culture sourde pouvait se faire dans le silence et que ça pouvait intéresser les entendants, même s'il y avait du silence. Je pensais que voilà, pour attirer les entendants, il fallait absolument qu'il y ait de la musique. Donc, on avait mis une bande enregistrée avec un poème et de la musique. Et le poème n'était pas en turc, mais moi, le poème, je l'avais adapté en mime, en fait. Je sortais du sol, voilà, c'était du mouvement. Donc j'avais commencé par adapter par le mouvement, par le mime. Et en 1968, donc je connaissais pas encore le théâtre. Mais j'avais un voisin qui était poète. C'était un comédien qui travaillait dans le cinéma. Il avait même publié. Alors, son nom, c'est Ahit.
G-A-T. Voilà, désolé, l'interprète ne parle pas le turc. Et donc, il m'avait montré quelque chose, un poème. Moi, je ne comprenais pas vraiment. Le texte était pourtant court, et comme je vous disais, il y avait beaucoup de blanc sur la page. Il m'avait mimé les émotions du poème. Il ne voulait pas me le lire, mais il essayait de passer l'expressivité de cette poésie. Et donc, ça m'a donné à réfléchir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer mon premier poème, Rouge. Et je me suis demandé tout ce qui était rouge autour de moi. Et avec la répétition du signe rouge, mon cœur rouge, les poissons rouges. J'avais fait juste une petite liste de mots. Et bien plus tard, en 1986, à IVT, il y avait, lors d'un réveillon, une possibilité de montrer de la poésie et de la culture sourde. Et je me suis dit, j'ai dans mon tiroir cette petite liste de rouges que je pourrais enrichir. Et ça a été mon premier poème qui a été présenté, c'était Rouge. Et on va en parler de ce poème Rouge parce qu'il existe dans Signe-moi que tu m'aimes, qui est le recueil prétexte à cette invitation, Leven Bescardes. On va le faire juste après cette reprise des Mots bleus. C'est une célébrissime chanson de Christophe sortie en 1974, ici reprise par un artiste qui s'appelle Johan Papa Constantino. Le bleu pour cette couverture de votre livre, pour la mer, je le disais, pour la lumière, pour le regard. Et cette chanson pour ces mots, une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin de protocole. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge et plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. France Culture, le Book Club, Marie Richeux. Des poèmes, des dessins et des signes dans votre book club. Aujourd'hui, nous recevons l'auteur Leven Bescardes qui publie Signe-moi que tu m'aimes, recueil de poèmes d'abord composé en langue des signes française, poèmes dessinés, traduits en français pour cette publication. Traduire les poèmes de Leven Bescardes, écrit Brigitte Baumier en préface de votre recueil, c'est dire que les langues gestuelles existent à la même hauteur que les langues vocales, avec les mêmes libertés de jeu et de création, les mêmes contraintes, les mêmes
défis, les mêmes joies. Dans Signe-moi que tu m'aimes, vous portez un nez de clown plutôt qu'un empilement de masques pendant la pandémie. Vous adressez un dernier regard à votre mère. Vous entamez un micro-dialogue avec un oisillon qui voudrait partir du nid. Vous imaginez un chat qui voudrait devenir humain, une poubelle qui mange. On y voit danser l'amour beaucoup et les baisers délicieux, je vous cite, les suaves enroulements. L'enfermement et la violence apparaissent néanmoins comme d'autres thèmes fil rouge de ce recueil. C'est un recueil qui, à lui tout seul, pose la question de la transmission du patrimoine littéraire sourd, comme on l'a évoqué en début d'émission. Signe-moi que tu m'aimes, apparu aux éditions Bruno Doucet. On continue d'en parler avec vous, Lévène Bescardès, et je rappelle à nos auditeurs et auditrices que nous communiquons aujourd'hui en direct sur France Culture grâce à l'interprétariat de Aurore Corominas, que je remercie, qui vous signe mes questions et qui oralise vos réponses. On est filmé pour une fois, donc cette émission pourra se regarder. On a parlé de ce poème rouge, ce poème qui a été écrit il y a longtemps, que vous avez dit un soir, lors d'une soirée particulière à l'IVT, ce théâtre à Paris, qui a une importance primordiale pour vous et pour la culture sourde. Peut-être parlons de ce recueil. Il y a des poèmes donc qui ont 20 ans, d'autres poèmes qui sont plus récents. Il renferme combien de temps, ce recueil-là, Lévène Bescardès? Eh bien, pour faire ce livre, la préparation a pris beaucoup de temps, effectivement. Mais déjà précédemment, mes poèmes avaient été édités à 7 dans les anthologies et dans d'autres revues. Mais quand la proposition de Bruno Doucet a été faite au Festival de Sète, je pense que c'était en 2011 qu'on a commencé à en discuter. Eh bien, il fallait traduire. On en avait déjà traduit 13 pour les festivals. Bruno Doucet, donc l'éditeur, aimait beaucoup mon travail et me demandait, m'encourageait à créer pour éditer plus tard. Je repoussais, mais je me suis mis au travail. Et puis les idées sont arrivées les unes à la suite des autres. Et en 3-4 ans, j'ai mis en vidéo, donc j'ai laissé une trace vidéo. Je me filmais, je me regardais, je corrigeais, j'effaçais, je me refilmais jusqu'à être content et valider cette trace vidéo. Donc je les ai mis dans un petit dossier petit à petit. J'ai pris mon temps. À la maison, c'est difficile dans un petit appartement parisien. Donc je suis allée dans ma maison en Turquie plusieurs mois. J'ai pris mon temps, j'avais plus d'espace. J'avais des espaces différents dans la maison, une hauteur sous plafond plus grande. J'ai étendu des tissus noirs pour faire le fond. J'ai pas demandé d'aide à quelconque équipe de tournage. Je savais que j'y perdrais du temps. J'ai fait tout moi-même. J'ai mis mon trépied, j'ai tout positionné. Et je me suis posé des questions. Souvent, les fonds verts, ça fait artificiel. J'aime pas du tout ça. Je voulais du concret, de la matière, des objets, de la décoration. Donc, j'ai mis plein d'objets. J'ai cousu des vêtements, des décorations. Parfois, je suis allée en extérieur. J'ai changé de lumière. Et donc, j'ai adapté à chaque titre, à chaque poème. Voilà, et je fais ça de manière très économique, hein, avec beaucoup de récupération sur les 66 poèmes. Je sais plus compter le temps. En fait, le temps n'existait plus. Je tournais la nuit, le matin, n'importe. J'oubliais de manger. J'étais tellement concentrée sur mes lumières, mes trépieds, mes décorations, la mise en espace. Il fallait que quand même je me filme moi-même, ensuite je regarde, je modifie. Parfois c'était mal cadré. Donc c'était un aller-retour entre le regard, celui qui regarde et celui qui regardait. Donc voilà, à Paris, j'ai toujours un autre travail à faire. Donc parfois je reviens pour travailler à Paris. Mais allez, en Turquie, je m'y remets.
Et parfois, l'inspiration ne vient pas. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Bon, et ça repart. Ça m'est arrivé souvent. C'est difficile, en fait, de se lancer. Parfois, ça ne vient pas. Pourtant, c'est là, c'est en moi. Il faut parfois se faire un peu violence. Allez au travail. Et puis parfois, la fainéantise, on regarde la télé, on va se promener, on rêvasse. Je rencontrais personne et puis bon, je passe pas de coups de fil. Allez, quand est-ce que je m'y mets? Quand est-ce que je m'y mets? Oh, je vais rentrer en France. Ah là là, vite, j'aurai plus le temps après. Allez, je m'y mets. Et c'est reparti. Bon, parfois, si des amis m'appellent en vidéo, ça me déconcentre. Et puis, je me replonge. Je ne sens pas la fatigue quand je crée, c'est incroyable. Et puis, une fois que ces 66 poèmes ont été finis, j'ai pris rendez-vous avec Brigitte Baumier. On est allé dans la maison d'édition, on a regardé les vidéos. Et pour moi, mon travail était quasi fini. Après, ils en ont choisi 46. Il en reste, peut-être pour plus tard, peut-être pour un tome 2. On a encore de la matière, mais ça a été dur. Vraiment, je ne peux pas vous mentir, ça a été dur. Quand je vous pose la question de ce travail autour des poèmes, Leven Bescardès, immédiatement, vous me parlez de la lumière, du film, de la manière de vous regarder vous-même en train de signer. Et il y a le dernier poème qui existe dans ce recueil, qui s'appelle Poésie, et qui est presque une sorte de manifeste sur l'importance du regard, sur l'importance de la culture visuelle de votre poésie. Cette question du regard étant présente dans la quasi-totalité des poèmes que vous écrivez. Si vous voulez bien, on va confier à Cyril Marchand le rôle de lire ce poème, que vous pouvez signer si vous avez envie. Piles de feuilles imprimées, piles de feuilles deviennent livres, livres et encore livres. Livres politiques, documentaires, livres de science-fiction, livres religieux, lectures ennuyeuses, toujours livres laissés de côté. Ma mère m'offre un livre de poèmes. Le nez dedans, les poèmes me dépassent, mais ils dansent pour moi, s'envolent, m'imprègnent, se traduisent en signes. Traduction ? Non, je ferai ma propre poésie. Mes pensées sont images. Elles circulent dans mon corps, jusqu'au bout de mes doigts. Les images deviennent signes, les images deviennent poèmes. Mes propres images seront poèmes. Bravo, ça veut dire, on est d'accord. C'est Leven Bescardès qui félicite Cyril Marchand pour la lecture de ce poème qui s'appelle Poésie et qui clôt votre recueil Signe-moi que tu m'aimes, où vous dites mes pensées sont des images et ce sont mes propres images qui fabriqueront mes poèmes. Et je pense à un autre poème en écoutant Cyril qui parle d'un face-à-face amoureux et il y a juste le regard de l'une des personnes qui transmet presque tout l'amour, quoi, juste avec un regard. Et il me semble que ce motif du regard, il revient beaucoup. L'idée d'une image revient beaucoup. Alors on pourrait dire que c'est l'essence même de la poésie, Leven Bescardès, mais est-ce que vous diriez aussi que c'est quelque chose de très spécifique à la poésie composée par un poète sourd? Cette prédominance de la question du regard et de l'image. En vérité, c'est assez bizarre parce que je sais pas pourquoi je crée autant de poèmes d'amour. Parce que j'ai pas tant d'amour dans ma vie. J'ai pas eu de longues histoires amoureuses, je veux dire. C'est pas quelque chose que je recherche particulièrement. Je me demande bien pourquoi je crée sur l'amour.
Peut-être parce que je vois des histoires d'amour et que j'observe. Moi, j'ai le regard aussi qui observe. Je vois le plaisir sur les visages. Mais je ne me suis pas sentie jaloux pour autant. Mais dans les films, au cinéma, il y a énormément d'histoires d'amour. On est baigné dans les histoires d'amour et mon regard là-dessus. Voilà, par exemple, j'ai créé ce signe-là. Ce sont deux petites bouches qui s'embrassent et ça peut aller vers le signe amour. Voilà, et il y a aussi... Alors, si on a deux mains, on peut faire deux personnes et deux bouches. Et donc moi, ça m'intéresse de créer du mouvement, de la fluidité. Et donc, voilà, dans ce poème, par exemple, les deux mains sont complices. Elles jouent ensemble. Dans d'autres poésies, parfois on peut signer avec une seule main, mais moi je trouve que c'est plus joli avec les deux mains. En langue des signes, alors si on est droitier, c'est la main dominante, la main droite, qui va être la plus importante. Mais en poésie, on va dire qu'il y a une forme particulière. Puis j'ai fait aussi le poème Amour deuxième. Amour multiple. C'est vrai que le thème de l'amour revient énormément. Et a posteriori, je m'en étonne. Je me suis dit, il y a peut-être un peu trop de poèmes d'amour. C'est assez marrant. Je me demande même pourquoi. Mais ce que vous dites et la manière dont vous le dites avec vos mains, donc moi je ne comprends pas la langue des signes que vous signez, mais par contre je vois bien vos mains qui dansent là devant moi, les Van Bescardes. Ça me fait penser à votre premier plaisir, non pas de signer dans la langue des signes, mais de mimer, et comme s'il y avait aussi un poème qui naissait presque du mouvement et du plaisir de bouger votre corps. Je voudrais qu'on écoute la voix de Blandine, auditrice du Book Club, qui en vous lisant et en lisant ce recueil, dont je rappelle qu'on peut à la fois lire les poèmes traduits en français, mais aussi les voir dessinés, c'est une édition bilingue, mais encore vous voir signer dans des vidéos en ligne. Elle a été attentive au mouvement que ça crée en elle, au désir de mouvement que ça crée en elle. On l'écoute. Bonjour le Book Club, bonjour le Vente. Je suis une libraire et une lectrice aussi éclectique que curieuse. Aussi, quand j'ai su que les éditions Bruno Doucet allaient éditer la poésie d'un non-entendant, eh bien j'ai été vraiment très très désireuse de la découvrir. Le Vente, j'ai découvert une poésie vibrante, vivante, du quotidien, facétieuse, riche de résonance et d'influence, et aussi originale qu'unique. On associe généralement la poésie à l'oralité, au rythme des mots. Eh bien, j'ai découvert avec la vôtre que ce rythme pouvait être gestuel et corporel. J'avais envie de bouger les mains en mesure, alors même que je ne sais pas signer. Bien sûr, vos dessins comme vos capsules vidéo nous invitent à voir ce mouvement. Pour autant, je ressentais l'envie de vivre ce rythme gestuel. Par la forme hybride de ce recueil, est-ce quelque chose que vous souhaitiez transmettre, créer ou même favoriser chez vos lecteurs? Merci pour votre réponse. Merci à vous, Blandine, pour cette lecture et pour cette question. Les Van Bescardes, est-ce que vous voulez répondre à Blandine? Alors non, je ne l'ai pas fait exprès du tout. En vrai, c'est mon propre plaisir du mouvement, comme vous disiez. Tant mieux si ça crée ça chez le public, mais j'ai pas particulièrement cherché à le provoquer. J'en avais pas conscience, non. Ce que ça soulève aussi. C'est un hasard. J'avais même jamais pensé que ça pourrait provoquer c'est ça. C'est intéressant que la lecture donne envie à Blandine de bouger. Alors, en vrai, je suis très timide en amour. Et en Suisse, à Genève, il y a 25 ans, lors d'une fête, à la télévision sourde, à la télévision, on m'avait invité et on m'avait dit, Levent, est-ce que tu peux présenter un poème? D'accord. Et donc, il y avait un homme, donc il était célèbre, hein, c'était un présentateur assez célèbre de cette émission.
Et j'avais cet homme en face. Et c'était comme si je devais lui déclarer mon amour à lui, parce que c'était... Mais normalement, moi, je m'adressais à une femme. Et là, j'étais gênée. Mais en fait, il y avait l'interprète. On discute avec l'interprète et on décide que ça ne sera pas interprété, que ce sera pas lu parce qu'il n'était pas encore traduit à l'époque. Donc je commence et je regardais pas cette personne parce que j'étais gênée et qu'elle était très célèbre, cet animateur. Donc je signe. Et je voyais bien qu'il y avait beaucoup d'émotions. Dans ce poème d'amour, je me sentais observée d'une certaine façon. C'était assez dur de soutenir ce regard-là, ce jour-là, je me souviens. Et peut-être qu'il comprenait quelques signes, même s'il n'était pas traduit. Et moi, mais j'étais vraiment très mal à l'aise. Peut-être si ça avait été une femme, j'aurais été moins mal à l'aise. Mais là, que ce soit un homme... Moi, dans mon poème, c'était un homme et une femme. Comme actuellement, on est en face. Et je me souviens d'avoir été très, très mal à l'aise. Je me souviens, voilà, c'est un souvenir comme ça. Alors que lui, pas du tout. Il regardait mon poème. Moi, ça m'avait mis extrêmement mal à l'aise. C'est peut-être Léon Bescardès, parce que quand vous performez votre poème, vous le faites avec votre corps, avec vos mains, avec votre regard. Donc ça vous engage directement face à la personne qui vous regarde et qui vous écoute. Peut-être on peut s'arrêter aussi sur les vidéos où on peut vous voir signer ces poèmes, donc poèmes qui sont d'abord composés en langue des signes. Ça pose aussi la question de la transmission de ce patrimoine littéraire sourd. Est-ce que, tout à l'heure vous avez dit, bon, j'ai pas fait ces vidéos pour que les gens aient envie de signer ou aient envie de bouger. En revanche, la question de la transmission de ce patrimoine, est-ce que ça vous préoccupe? Ah oui, tout à fait. J'aimerais donner. C'est vrai qu'il y a peu de poètes sourds en France. J'aimerais donner la vocation. J'aimerais que des enfants voient ces poèmes. J'aimerais que ça leur parle, qu'ils soient attirés, qu'il y ait des ateliers en poésie enfant, adultes aussi. Mais déjà, pour les enfants, j'aimerais beaucoup. Je rêve de cette transmission, voilà, que la poésie soit insufflée. Alors, s'il y a un sourd né dans une famille d'artistes, il aura peut-être une chance d'avoir accès à l'art, mais dans d'autres familles plus défavorisées, je crains. Voilà, il faut avoir des amis, un entourage avec des danseurs. Moi, quand j'étais petit, j'ai eu cette chance. Ma mère avait beaucoup d'amis artistes. Mon père était plus dans l'armée. Mais il s'intéressait à la peinture également. Il y avait beaucoup, voilà, de portraits militaires. Puis à la maison, on fabriquait des objets. Donc j'ai eu cette influence artistique. Et justement, puisque vous parlez d'influence ou d'émulation, on va entendre la voix d'une femme qui s'appelle Chantal Lienel, qui a compté dans votre parcours, Léon Bescardès. Ici, elle est interviewée par la chaîne du CNRS en octobre 2019. Elle est comédienne et elle est autrice aussi de la composition d'un poème qui s'appelle « Fleurs ». On l'écoute, traduite, oralisée. J'ai créé Fleurs vraiment au hasard, juste fascinée par les fleurs. Je ressentais toujours beaucoup de peine à les voir couper. Ces plantes vivantes ne devaient pas mourir ainsi, même pour ce magnifique bouquet que l'on m'avait offert un jour et dont je ne me connaissais pas l'origine pour pouvoir les retrouver. Mon poème aboutit. Je lisais simplement mon rapport aux fleurs. Quelques années plus tard, je travaillais sur la poésie, au Château Royal de Beaumont dans l'Oise, avec une équipe de sourds, Léon Bescardès, Laurent Vallot et Isabelle Voiseux. Nous travaillions ensemble sur mon poème Fleurs afin d'analyser ma création. Je n'imaginais pas ce qui pourrait en ressortir et je fus étonnée de découvrir la correspondance avec la fragilité de la culture sourde. L'interdiction subie par les sourds, tous les écueils de nos vies, ces entraves répétées, tel l'herbe coupée sous le pied. Nous devions continuer à combattre ces offenses pour nous relever à tout jamais. J'avais donc écrit ce poème sur la culture sourde sans même le voir.
On entend. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, ce poème Fleur, c'est exactement ça. Il y en a un autre qui s'appelle Nuit également. Un poème à elle, Oui, à Chantal Lienel. oui. Voilà, et là, voilà, c'est aussi sur la coupure, la coupure de lumière, qui est un autre poème qui s'appelle Nuit également. Vous avez parlé de l'importance qu'avait été l'International Visual Theatre à Paris dans les années 80, dans les années 90, au moment de ce réveil sourd, et puis de la façon dont petit à petit il a été très important pour vous, non pas de transposer des œuvres de la culture entendante vers le monde sourd, mais vraiment de produire une culture sourde à proprement parler. Aujourd'hui, presque 40 ans plus tard, vous publiez ce recueil aux éditions Bruno Doucet. Quels sont les endroits où cette culture vit, où cette culture se partage, où cette culture est pleine de vitalité? Moi, par exemple, à titre tout à fait personnel, je vois des jeunes gens qui signent dans la rue avec des téléphones portables, qui sont en train de communiquer avec leurs amis. Donc je me dis que tout a changé aussi quand même. Oh oui, c'est vrai. Mhm. Alors, où la culture sourde est-elle vivante? La question artistique, j'entends, Leven Bescardès. Oui, oui. Autrefois, effectivement, dans les années 80 jusqu'à 2000, je dirais. Et après, les choses ont changé. Depuis 2000, il y a eu quelque chose. Quand quand j'ai créé Anna, par exemple, ça, c'était vraiment sur la culture sourde. Après, il y a encore beaucoup d'adaptations de culture entendante. C'est les entendants qui font appel à moi. Je peux pas tout le temps dire non. On fait appel à moi, on me choisit. Bon. Et j'ai besoin d'apprendre aussi de la culture entendante. Je suis pas non plus hermétique. Donc parfois j'oscille entre les deux. Il y a la culture sourde qui m'est propre, mais je peux pas dire que la culture entendante m'intéresse pas. J'y participe, j'y baigne, j'y flotte, je m'en inspire, je comprends des choses, mais je les suis pas naïvement en fait. J'analyse, je sélectionne, voilà, je vois ce qui m'intéresse. Ça me nourrit et ça m'aide également. On a besoin de nourriture extérieure. Après, j'ai créé une deuxième pièce, Léo et Léon, sur l'histoire. Sur Léonard de Vinci. Voilà, sur Léonard de Vinci, qui rencontrerait un sourd. C'est une histoire vraie. Et là, j'ai créé cette pièce. Elle a été achetée au Japon. Elle a été mise en scène au Japon, mais pas ici, par exemple, où les subventions ont été trop difficiles à trouver. IVT n'avait pas, par exemple, les fonds pour créer cette pièce, parce qu'il y avait beaucoup de personnages. IVT a eu son heure de gloire au niveau des subventions, on va dire, mais aujourd'hui, elle connaît des difficultés financières. Ma culture, voilà, théâtrale, je l'enrichis et mon parcours il continue, mais ma poésie voyage, mes films également. Je suis réalisateur de 6 courts-métrages, voilà, et ils ont été présentés en Belgique. Ils ont reçu des prix. J'ai reçu 4 prix. Chaque année, j'ai reçu un prix 4 années successives. Mais on ne m'invite pas particulièrement au cinéma, c'est sûr. Il y a dans des festivals sourds. Voilà. Je ne suis jamais invitée dans des festivals d'entendants. C'est pas facile d'y faire sa place. Je lis juste un dernier poème pour conclure cette conversation, juste refermer la parenthèse. La nuit, rideau tiré, je dors, mais le soleil matinal joue de ses rayons. Jour dans le rideau, jour dans mon œil, dors soleil, tais-toi, je dors.
Je ferme l'œil du jour et le mien. Le Book Club continue. France Culture, le Book Club, Marie Richeux. À cette heure-ci, dans le Book Club, le mardi, on retrouve Nicole Vulser. Bonjour Nicole. Bonjour Marie. Avec vous, on apprend des choses sur les aspects économiques du monde du livre. Aujourd'hui, on va longer la Seine et on va aller voir les bouquinistes, peut-être pour apprendre des pas très très bonnes nouvelles. Alors, nous sommes pile dans l'actualité. C'est à 16h, dans une poignée de minutes, que la mairie de Paris doit clôturer l'appel d'offres ouvert aux futurs bouquinistes. Entre le pont Marie et le pont de Sully, le long des berges de la Seine, Paris est la seule ville du monde à proposer une gigantesque librairie à ciel ouvert qui s'étale sur 3 km et propose 300 000 livres. Cette année, 17 concessions sont à pourvoir sur les 240 qui existent. De quoi faire rêver ? Les candidats ne semblaient pas franchement se bousculer à la fin de la semaine dernière, mais la mairie de Paris restait confiante pour attribuer toutes les fameuses petites boîtes vertes vacantes. Il y a encore 20 ans, le nombre de prétendants était tel qu'il fallait manœuvrer pour obtenir un emplacement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est une histoire très ancienne en effet et ça peut faire rêver cette image d'Épinal, de Paris et ses bouquinistes, Nicole. Oui, absolument. Les premiers bouquinistes ont été recensés il y a plus de 450 ans. À de nombreuses reprises, les pouvoirs publics ont tenté de les déloger sans y parvenir. Tout récemment, à l'occasion des Jeux Olympiques, ils ont failli disparaître au nom de la sécurisation des berges imposée par la préfecture de Paris pour la cérémonie d'ouverture. La mairie de Paris ne s'y était pas opposée, provoquant un tollé. Et si les boîtes n'ont pas été démontées, c'est uniquement parce qu'Emmanuel Macron s'en est finalement mêlé. Parce que les présidents de la République et les bouquinistes, c'est une vieille histoire. Déjà, François Mitterrand faisait chaque semaine ses emplettes sur les quais. Les bouquinistes ont encore une fois évité le pire, mais l'été s'est avéré bien peu payant. Tous ont regretté que les touristes, très accaparés par les événements sportifs, n'aient pas pris le temps de flâner. Les zones de circulation ont paralysé les Parisiens. Et surtout, la météo primordiale dans ce type de commerce n'a pas contribué à améliorer les affaires. Il a simplement trop plu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir bouquiniste ? En fait, Marie, c'est une profession extrêmement réglementée. Un comité de sélection attribue les emplacements et les autorisations sont délivrées par la mairie de Paris pour une durée de 5 ans. Sauf s'il pleut des cordes ou s'il neige, les bouquinistes doivent s'engager à être présents et à ouvrir au moins 4 jours par semaine. Ils ne paient pas de loyer pour exercer leur profession. Tout est codifié. La taille des boîtes est déterminée par la mairie de Paris au centimètre près. 2 mètres de longueur, 75 cm de largeur et 60 cm de hauteur côté Seine. On ne rigole pas non plus avec la couleur. C'est du vert wagon RAL 6005 ou rien. Dans les années 40, le gris foncé était autorisé. C'en est fini, tout doit être en accord avec le mobilier urbain. Mais surtout, les bouquinistes doivent s'engager à vendre des livres d'occasion, des vieux papiers ou des gravures anciennes. Ils peuvent aussi vendre des livres neufs, mais seulement d'éditeurs indépendants. Ce n'est qu'accessoirement qu'ils peuvent commercialiser des souvenirs de Paris et de la petite brocante, comme des cartes postales ou des porte-clés de la Tour Eiffel, et seulement dans une seule des 4 boîtes qui leur sont attribuées. Un écart nécessaire qui permet de continuer leur métier de libraire. Est-ce qu'ils gagnent raisonnablement leur vie ? Parce que vous devez nous parler économie, Nicole. Alors, la plupart arrivent à toucher un SMIC, mais en travaillant 6 jours par semaine. Certains emplacements semblent plus attractifs que d'autres. Les clients sont ainsi plus nombreux rive gauche que rive droite. En face de Notre-Dame, les emplacements restent les plus convoités en raison des flux de touristes. Bien souvent, les bouquinistes sont des retraités. Jérôme Callet, le président de l'Association culturelle des bouquinistes de Paris, ne cache pas que la moyenne d'âge est élevée. En effet, 40% ont plus de 65 ans. Autant entre 50 et 65 ans, c'est souvent un vieux rêve pour ceux qui ont déjà payé leur maison et élevé leurs enfants. Pour Jérôme Callet, c'est un métier de liberté, d'échange, de partage. En aucun cas, une activité qui permet de s'enrichir. Et bien au moins comme ça, les choses sont claires. Économie du livre, c'est le titre de votre chronique qu'on peut réécouter et réécouter les autres, les précédentes sur franceculture.fr. Merci beaucoup, Nicole.
Peut-être que vous allez trouver, Levente Bescardès, que c'est une rubrique du Book Club vraiment très, très culture entendante. Mais voilà, à cette heure-ci, dans le grand jeu des pages musicales, on invite nos auditeurs et auditrices à jouer à un jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales. On leur demande de chercher de la musique dans les livres. Ah oui, moi je ferai la musique dans mes yeux alors. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de mettre la musique dans mes yeux. Exactement, musique dans vos yeux. Et là, c'est une auditrice qui s'appelle Valérie et qui a trouvé de la musique dans un livre qui s'appelle Asta de Jon Kalman Stefansson. Je termine donc avec un extrait de ce texte. C'est un dialogue. La poésie est toujours résistance. Elle se doit de l'être. Elle n'est pas là pour faire l'éloge des grands. C'est pas non plus une balle qu'on lance aux puissances du marché pour les amuser et les distraire, elle. Tu veux qu'on partage le reste ? Demande Sigvaldi, toujours la bouteille à la main. Hein ? Répond son frère, déconcerté. Ah oui, d'accord, mais attends, j'avais pas fini. Tu n'en as jamais fini, tu es comme ça, rétorque Sigvaldi, en versant la vodka dans les verres tandis que Billy chante Love for Sale. Amour à vendre, laissez les poètes le chanter à leur manière puérile. On sent depuis la cuisine l'odeur du café et des crêpes. Le poète esquisse un sourire. Sigvaldi observe son verre et secoue la tête. Quelle injustice que cette bouteille soit vide, que les vers se terminent, que les phrases s'achèvent, que le jour s'éloigne, que les rêves se dissolvent, que les baisers ne durent pas toute l'éternité, que nous devions mourir, que nos chiens doivent nous quitter, nos chats, nos conjoints, nos enfants, nos petits-enfants, et que quelle que soit la manière dont vous conjuguez le jour, il s'achève par la nuit. Sigvaldi secoue à nouveau la tête. « Pourquoi secoues-tu la tête comme ça ?» s'agace le poète. « Tout va bien, n'est-ce pas ? Nous sommes agréablement ivres, en compagnie de Billy, de nos souvenirs, et bientôt nous aurons des crêpes délicieuses. Voilà une bonne raison de vivre. » Love for sale, appetizing young love for sale, love that's fresh and still unspoiled, love that's only slightly soiled, love for sale. Who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love. Un très grand merci à vous, Levente Bescardès, d'avoir été notre invité ici au Book Club. Je rappelle le titre de votre recueil, Signe-moi que tu m'aimes, paru aux éditions Bruno Doucet. J'espère que vous raconterez cette histoire du prénom, du signe de votre prénom. Un immense merci à Aurore Corominas qui vous a interprété, a oralisé vos réponses et a signé mes questions. Évidemment, cette émission n'aurait pas pu se faire sans vous, Aurore. Un immense merci. Merci. Au son, c'était Raphaël Rousseau, à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, spéciale dédicace à Cyril Marchand aujourd'hui. Nos émissions se réécoutent sur franceculture.fr. On peut s'abonner au podcast via l'application Radio France. Très belle après-midi.